Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 30 mars 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au développement maritime en Égypte. On va commencer par une bonne nouvelle. Le président Abdel Fattah al-Sisi a promis aujourd'hui que l'Égypte se doterait de plus d'équipements adaptés pour être prêt en cas d'incident similaire à celui ayant bloqué le canal de Suez, voire crucial pour le commerce maritime mondial. Lors d'une visite ismaélienne, siège de l'autorité du canal de Suez, le chef de l'État a assuré que l'Égypte allait acquérir tous les équipements nécessaires pour le canal afin d'être prêt en cas d'incident similaire. Cette déclaration survient au lendemain de la remise à flot de l'Evergreen, un immense porte-conteneur qui s'est retrouvé coincé à travers le canal de Suez le 23 mars, bloquant le trafic pendant près d'une semaine. La crise a montré à quel point le canal est important pour le monde, a ajouté le président qui avait qualifié de réussite égyptienne les opérations de dégagement du porte-conteneur. Tout au long de la journée, plusieurs chaînes de télévision égyptiennes ont diffusé des images de navires traversant le canal, dont certains étaient de la même taille que l'Evergreen, soit plus de 200 000 tonnes et 400 mètres de long. Des dizaines de navires attendent encore aux deux extrémités du canal, long d'environ 190 km, qui voit passer environ 10% du commerce maritime mondial, avec près de 19 000 bateaux en 2020. Selon l'autorité du canal de Suez, au total, 422 navires chargés de marchandises, de pétrole ou encore de bétail ont été bloqués et ce gigantesque embouteillage devrait prendre 3 ou 4 jours pour se résorber. Aussi, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé aujourd'hui la reprise donc de la navigation dans le canal de Suez avec le même niveau de compétence d'avant la crise du porte-conteneur qui avait échoué au large du canal, voire meilleur. Al-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse internationale tenue au siège de l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia. En ce qui concerne le barrage de la Renaissance, le chef de l'État a averti que la région entourant l'Égypte connaîtrait une instabilité inimaginable si le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil menaçait une seule goutte d'eau égyptienne. Plus de détails dans ce commentaire. La navigation dans le canal de Suez a repris avec le même niveau de compétence d'avant la crise du porte-conteneur échoué, voire meilleur. L'Égypte va se doter d'équipements adéquats afin d'éviter une répétition de l'incident ayant bloqué cette voie d'eau stratégique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi lors d'une conférence de presse internationale tenue au siège de l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia. Le chef de l'État a remercié toutes les parties ayant pris part à la remise à flot de l'Evergiven, une immense porte-conteneur qui s'était retrouvée coincée en travers du canal le 23 mars, bloquant le trafic maritime pendant près d'une semaine. La crise a montré à quel point le canal est important pour le monde, a ajouté le président El-Sisi, qui avait qualifié lundi de réussite égyptienne les opérations de dédégagement du géant des mers. La visite effectuée par El-Sisi au siège de l'autorité du canal de Suez intervient au lendemain de la remise à flot de l'Evergiven par les équipes techniques du canal.
En ce qui concerne le barrage de la Renaissance, El-Sisi a déclaré que personne ne pouvait se permettre de prendre une goutte d'eau de l'Égypte, sinon la région connaîtrait une instabilité inimaginable. El-Sisi a souligné que la part des eaux du Nil revenant à l'Égypte était une ligne rouge. Le président a toutefois précisé qu'il ne menaçait pas et que l'Égypte n'avait jamais menacé, martelant toutefois que la réaction du Caire au cas où l'on porterait atteinte affectera la stabilité de l'ensemble de la région. Il a ajouté que le combat de l'Égypte est un combat de négociation en vue de réaliser les intérêts de toutes les parties et de se conformer aux critères et aux règles et droits internationaux. El-Sisi a espéré parvenir à un accord contraignant concernant le remplissage et l'activation du barrage. Le président a ensuite inspecté le centre d'entraînement et de simulation maritime de l'autorité du canal de Suez, où il a été mis au courant des différentes activités du centre et des différentes phases de la crise du porte-conteneurs panamien jusqu'à sa remise à flot. Et pour parler du développement et de l'importance du transport maritime en Égypte, nous avons en ligne Dr Assam Abdel-Fattah, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Assam, bien entendu, on va commencer par la nouvelle la plus importante et le déblocage du porte-conteneurs Evergreen du canal de Suez. Alors, parlez-nous plus de votre lecture de cet incident. Premièrement, c'est un grand exploit, c'est pour l'Égypte. Enfin, mais tout le monde était quand même en Égypte était optimiste, alors qu'il y a une grande partie de l'opinion internationale qui était complètement pessimiste, notamment les pays qui, par exemple, ont perdu beaucoup de bénéfices et de profits. À titre d'exemple, on sait très bien que la Syrie a décidé à titre d'exemple de rationner la distribution de carburant parce que la cargaison de pétrole était bloquée à la suite de cet événement. Il y a aussi la perte était évaluée par certains experts internationaux à 8,1 milliards de dollars par jour, je pense milliards d'euros même par jour, ce qui est énorme. L'Égypte, bien entendu, aussi a essuyé des pertes, c'est-à-dire regardez comment certains disent que c'est 11 millions par jour, là, et puis, mais tout le monde avait confiance en fait en l'équipe de sauvetage qui a travaillé jour et nuit et sous haute surveillance. Là, vous savez que c'était le plan technique consistait, comme on sait très bien, à entourer le méga navire de remorqueurs et aspirer le sable sous ce navire de 60 mètres de haut, vous voyez. Et même, c'est-à-dire que j'ai appris aussi que c'est le poids de ce navire, 220 000 tonnes, ce qui quand même est énorme. Mais lorsqu'elle a bougé de quelques degrés à droite et à gauche, on a commencé vraiment à avoir davantage confiance en l'équipe de sauvetage égyptienne. Et il y a autre chose aussi, c'est que je pense que cet événement n'était pas, pour l'équipe de sauvetage, je veux dire que c'était pas vraiment choquant parce que l'équipe de sauvetage égyptienne, il sait très bien se préparer pour ce genre d'événements. Et le plan technique, en fait, a réussi en 3 jours, c'est-à-dire depuis mardi, je pense que cet événement s'est produit, mais on a vu vraiment des efforts énormes. Comment, par exemple, une équipe arrive à en soirée et puis à aspirer le sable sous le navire, c'est quand même un plan très intelligent. Et apparemment, les sauveteurs n'étaient pas vraiment dotés des équipages adéquats pour effectuer cette opération. C'est-à-dire ils l'ont fait avec ce qui était disponible. C'est pour cela que le président Abdel Fattah al-Sisi, il a affirmé aujourd'hui qu'il dotera le canal des équipements les plus sophistiqués pour faire face à l'avenir à de telles crises. Oui, je suis d'accord, mais vous savez quand même, c'est que le plan technique qui a été élaboré, qui a été mis en œuvre, montre quand même, c'est que ce genre d'événement qui relève de ce qu'on appelle du probable, c'est vrai peut-être, c'est la vie qui nous apprend davantage. Lorsque par exemple on a tout préparé,
il arrive parfois que, par exemple, des incidents pareils se produisent, des incidents plus dangereux, par exemple, et c'est qu'on apprend davantage. C'est-à-dire l'amélioration est en cours. N'oubliez pas que aussi en Égypte, on a réussi vraiment à creuser un nouveau canal, c'est-à-dire en un temps record. Et puis après, c'est-à-dire un navire pareil, qui était comme ça bloqué de travers le canal. Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses, mais il y a quand même une chose très importante, c'est qu'on a réussi à renflouer le méga navire avec les équipements et avec aussi les potentialités techniques dont on dispose. Et ça, vraiment, c'est très... C'est-à-dire que ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est qu'on est capable de faire face à ce genre d'incident. Ce qui est vraiment remarquable dans cette affaire, c'est la rapidité et l'efficacité de la gestion de la crise. Bien sûr, c'est depuis mardi, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que la perte a été... afin de réduire autant que possible les effets néfastes de la pollution et de changement climatique, où les pays, par exemple, qui ne faisaient rien vis-à-vis de ce phénomène, là, vraiment, pour l'incident du canal de Suez, va leur donner de très bonnes leçons. Outre cela, cet incident a aussi montré l'importance du canal de Suez pour le monde. Enfin, vous voyez les pertes. Vous voyez les pertes. Pour quelques jours, vous voyez les pertes. C'est-à-dire, selon le bureau de Lloyd, c'est estimé 8 milliards, 8,01 milliard d'euros par jour. C'est quand même énorme. Docteur Hassam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Nous avons à présent en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors comme on vient de le voir et on l'a dit tout à l'heure, le canal de Suez représente une importance stratégique, non seulement pour l'Égypte mais pour le monde, et on a pu le voir durant ces derniers jours. Alors parlez-nous plus de l'impact du fonctionnement du canal de Suez sur l'économie égyptienne et internationale. Tout d'abord, mais malheureusement, le problème a été vu dans une période où le monde entier passe, où il y a des problèmes très critiques à cause de Corona, Covid-19. Malheureusement, je répète. Mais en même temps, ça a prouvé au monde entier comment le canal de Suez est important. Parce qu'il y avait toujours des gens qui parlaient, on va trouver d'autres routes, etc. Ça, c'est un trajet extrêmement important pour le monde entier. Et ce n'est pas aujourd'hui ou hier, il y a des dizaines d'années. Et avant ça, même les pharaons ont essayé plusieurs fois d'avoir un canal construit de la même façon parce que ça facilite d'une façon exceptionnelle le commerce international. Et sans commerce international, l'économie internationale tombe malade.
Parce que, premièrement, il y a les transferts des matières premières, des matières d'alimentation, des spare parts pour les usines. Alors ça, c'est un problème trop compliqué. Mais en même temps, à mon avis personnel, je pense que tout le monde a vu ces jours-ci comment l'importance non seulement du canal, mais aussi du corridor, de la zone du canal de Suez, c'est-à-dire la zone où les compagnies, les plus grandes compagnies multinationales peuvent avoir, comme on appelle, des investissements dans cette location. Parce que, honnêtement, pourquoi faire tout ce long trajet de l'Est à l'Ouest? On peut avoir des locations, comme on appelle, stop dans cette région, utiliser le corridor d'une façon plus efficace. Alors là, je pense que le monde entier a vu que c'est pas nécessaire d'avoir un seul trajet de l'Est à l'Ouest, mais ils peuvent en même temps avoir, comme on appelle, une région de transit où ils peuvent développer beaucoup d'investissements, l'utiliser, ça facilite les moyens de transport, ça facilite aussi, ça diminue les coûts, si vous voulez. Mais je répète, premièrement, il faut saluer tous les gens qui ont travaillé dans ce grand travail, parce que moi, j'écoutais toujours d'autres chaînes multinationales qui disaient que nous avons des semaines dans le futur que si jamais les Égyptiens seront capables de résoudre. Et honnêtement, ça, c'était une surprise pour le monde entier. Alors, il faut vraiment féliciter tout le monde, chaque personne qui a participé à finir ce grand problème. Mais sur le côté économique, ça, c'est un problème très compliqué. Et je répète, il y a des usines qui ont été stoppées parce qu'il n'y a pas de matières premières, parce que durant cette période de Covid, ils essayaient de maintenir comme on appelle, leur stock au minimum. Alors, ils attendaient toujours que les bateaux viennent plus souvent. Deuxièmement, comme on appelle les chaînes de distribution mondiale aussi, ils ont eu de grands problèmes. Il y avait beaucoup de bateaux sur lesquels il y avait comme on appelle, des stocks, des animaux. Je ne trouve pas le mot, mais... Le bétail. Le bétail, merci. Et là aussi, ça, c'était un grand problème, mais ça a été très bien dirigé aussi par le gouvernement égyptien. Ils ont pris l'attention et ils ont été là-bas pour vraiment les garder en bonne santé. Alors, il y avait beaucoup c'est pas seulement le passage, mais il y avait beaucoup de sujets selon lesquels le gouvernement égyptien a très bien travaillé, exceptionnellement, honnêtement, ce problème a été résolu d'une façon où le monde entier doit admirer. Mais en ce qui concerne l'économie, pour nous, pour commencer, oui, nous avons bien sûr une perte, mais moi je dis toujours, il faut attendre des analyses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que il y aura des milliards de dollars qui vont être remboursés à des compagnies qui ont eu des pertes. Alors, on ne peut pas, comme on appelle, point fingers dès maintenant. Il faut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui est responsable, qui va payer quoi, parce qu'il y a aussi les compagnies d'assurance. Ça aussi, ils vont payer des milliards. Alors ça, c'est un très grand problème sur le côté économique et il y aura je veux dire qu'il y aura des montants qui vont être payés à droite et à gauche à toutes ces compagnies-là, mais il faut honnêtement le faire d'une façon professionnelle, très bien étudiée pour savoir la perte qui a vraiment attaqué certaines industries dans le monde, supply chain comme on dit, et d'autres activités économiques. Mais oui, c'est un grand problème économique. Est-ce que vous pensez que cette crise va influencer le fonctionnement du canal à l'avenir? Définitivement. Ou au contraire, elle va donner plus de rassurance dans les capacités des gestionnaires du canal? Non, à mon avis, bien sûr, ça c'est vu par le monde entier. On est capable de diriger notre canal, même dans les grands problèmes, et ça c'est un problème très compliqué. Et je répète, moi j'écoutais le monde entier, ils disaient qu'ils seront incapables, le monde entier doit participer, etc., etc. Et bien sûr, on comprend pourquoi ils disent ça. Parce qu'à la fin, je ne veux pas dire qu'il y a des pays qui veulent bien que le canal devienne international, si vous voulez. Mais honnêtement, ça a été très bien dirigé, ça c'est un grand succès, il faut saluer tout le monde. Mais en même temps, je pense que nous avons un autre travail aussi à faire, c'est d'essayer de développer le corridor du canal de telle façon que les compagnies
viennent et prendre, comme je répète, des espaces de transit. Au lieu de faire ce long trajet une seule fois, ils peuvent avoir un stop, si vous voulez, sur le corridor et puis continuer. Alors, nous avons un travail sur ce côté-là et ça va nous amener aussi des investisseurs et c'est un côté très important pour le développement économique pour l'Égypte. Ce qui était étonnant aussi, c'est que le déblocage de ce porte-conteneur a été fait à 100% de main égyptienne. Honnêtement, moi, je m'attendais à ça. Parce que je sais très bien que nous avons la capacité, nous sommes capables. On a l'expérience depuis des années. Le canal de Suez date depuis des années. C'est pas le premier problème. C'est vrai que c'est un problème assez compliqué, mais j'avais la confiance que les Égyptiens vont la faire eux-mêmes et d'une façon très professionnelle. Monsieur le Président lui-même, il était sur place. Tout le monde était là-bas. Je ne veux pas dire tous les Égyptiens. Ceux qui n'étaient pas là-bas, ils étaient là-bas avec leur cœur. Tout le monde voulait que ce problème-là soit résolu d'une façon très professionnelle avec une expérience et des mains égyptiennes. Et ça a été fait, alhamdoulilah. Bon, cet événement, bien entendu, a tourné les regards du monde vers l'Égypte. Mais on a dans quelques jours un événement encore plus important, je touche le bois, c'est la parade des transferts des momies. Alors on voudrait aussi parler de cet événement très important pour l'Égypte. Espérons, Inch'Allah, que ça va se passer très bien parce que ça aussi, c'est un événement exceptionnel. Le monde entier attend cet événement. Alors, espérons, Inch'Allah, ça va passer bien, qu'un grand travail a été fait de tous les côtés. Et Inch'Allah, ça va se passer bien parce que, je répète, tout le monde regarde l'Égypte, tout le monde admire l'Égypte et je voudrais dire ici, c'est pas nouveau. On a été admirés depuis 7000 ans. Et chaque fois que le monde nous regarde, que nous aurons des problèmes et on ne va pas s'en sortir, on s'en sort d'une façon très professionnelle, très élégante, qui est respectée par le monde entier. Inch'Allah, ça va se passer bien, Inch'Allah, et tout le monde va respecter l'Égypte davantage comme ça a été fait depuis des millions d'années. On l'espère, et de toutes les manières, de telles crises et de telles gestions de crise ne nous rendent que plus fiers d'être égyptiens. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà de retour et on va passer à un autre sujet qui concerne la politique étrangère. En Égypte, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré qu'il a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et du gouvernement égyptien au peuple et à l'administration irakienne. Le chef de la diplomatie a adressé ses remerciements à ses homologues irakiens et jordaniens, les directions et les peuples des deux pays pour leur solidarité et leurs condoléances suite à l'incident de la collision des trains de Soheg. Un commentaire. Lors de la conférence de presse conjointe des ministres des Affaires étrangères des trois pays réunis au Caire, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, Sameh Choukri a ajouté que la réunion d'aujourd'hui visait à préparer le sommet de coopération tripartite prévu à Bagdad dans les plus proches délais, de sorte à couronner les efforts inlassables des trois gouvernements. Il a indiqué qu'ils ont examiné la coopération tripartite tous azimuts, ainsi que les projets en voie d'exécution entre les trois pays dans les domaines économiques et commerciaux. Et de renchérir que les trois pays ont discuté la coopération entre eux pour la renforcer au cours du sommet prévu sous peu, de sorte à transformer les résultats palpables en projets exécutés. Choukri a ajouté que les trois pays ont échangé les vues autour de l'évolution survenue dans la région, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne, les crises en Libye, en Syrie et au Yémen, outre la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste. Il a poursuivi. Nous avons traité la nécessité de poursuivre notre action en vue de préserver la sécurité hydraulique arabe. Nous avons abordé en Égypte le dossier du barrage de la Renaissance et les besoins en eau de l'Irak, notre pays frère. De même que nous avons souligné la nécessité de sauvegarder la sécurité nationale à l'abri des ingérences non arabes.
Le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman El-Safadi, a assuré quant à lui que nous sommes tous unis contre le terrorisme. Nous œuvrons à parvenir à un règlement politique pouvant mettre un terme à la catastrophe de la Syrie, menaçant la sécurité de ce pays arabe ainsi que la région. Le ministre des Affaires étrangères, M. Ayman Foued, a ajouté que lors de la dite conférence de reprise, on a aspiré à avancer dans l'agenda du sommet.